Une chambre à soi de Virginia Woolf. Chapitre 1er. Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi? Je vais tenter de vous l'indiquer. Après avoir accepté de vous parler, je suis allée m'asseoir au bord d'une rivière et je me suis interrogée sur le contenu des mots roman et femme ainsi rapprochés l'un de l'autre. Ce que l'on attendait de moi était seulement un hommage à des écrivains femmes illustres, Jane Austen, les sœurs Brontë, George Eliot. À y regarder de plus près, cette association femme et roman me parut moins simple. Peut-être me faudrait-il parler des femmes et de ce qui les caractérise, ou des femmes et des romans qu'elles écrivent, ou des romans qui traitent de la femme, ou encore, pensant que ces trois possibilités sont intimement liées, votre désir est-il que je les envisage dans leur entrelacement? Certes, ce serait là la façon la plus intéressante d'aborder notre sujet. Mais elle présente un triste inconvénient, celui de rendre toute conclusion impossible et de ne pas permettre à mes auditeurs, après 1 heure d'entretien, d'emporter, ainsi qu'il convient, soigneusement dissimulée dans leur carnet de notes, une pépite de vérité qui reposera toujours sur leur cheminée. Dans ces conditions, je préfère me contenter de vous donner mon avis sur un point de détail. Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Voilà qui ne résout ni le grand problème de la nature féminine, ni celui de la vraie nature de la fiction romanesque. J'ai donc failli à mon devoir. Le problème, les femmes et le roman, reste quant à moi irrésolu. Mais, en guise de dédommagement, je vais tenter de vous montrer comment je suis parvenue à mon opinion concernant la chambre et l'argent. Je vais développer, aussi explicitement que possible, l'enchaînement d'idées qui a abouti à ma conviction. Peut-être, quand je vous aurai dévoilé les idées et les préjugés cachés derrière mon affirmation, découvrirez-vous qu'ils ne sont pas sans quelque rapport avec les femmes et avec la fiction romanesque. Quoi qu'il en soit, quand un sujet se prête à de nombreuses controverses, ce qui est le cas pour tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, a trait au sexe, on ne peut espérer dire la vérité et on doit se contenter d'indiquer le chemin suivi pour parvenir à l'opinion qu'on soutient. Il faut se borner à donner à des auditeurs qui tiendront compte des limites, des préjugés, des particularités de la conférencière l'occasion de tirer leurs propres conclusions. Il y a des chances pour qu'ici la fiction contienne plus de vérité que la simple réalité. C'est pourquoi je vous propose, usant de toutes les libertés et de toutes les licences permises à une romancière, de vous raconter l'histoire des 2 jours qui précédèrent ma venue ici. De vous raconter comment, ployant sous le poids du sujet dont vous aviez chargé mes épaules, je l'ai médité, entretissé aux gestes de ma vie quotidienne, puis rejeté. Je n'ai pas besoin de vous préciser que ce que je vais décrire n'a jamais existé. Oxbridge est une invention, et aussi Fernham. Je n'est qu'un terme commode qui désigne un être dépourvu de toute réalité. Des mensonges jailliront de ma bouche, auxquels il se peut qu'un atome de vérité soit mêlé. C'est à vous de découvrir cette vérité et de décider s'il vaut la peine d'en conserver quelques parcelles. Sinon, vous jetterez le tout dans la corbeille à papier et n'y songerez plus. Perdue dans mes pensées, j'étais assise, appelez-moi Marie Béton, Marie Seton, Marie Carmichael ou de tout autre nom qui vous plaira, cela n'a pas d'importance. J'étais donc assise sur les berges d'une rivière par une belle journée d'octobre, voilà 1 ou 2 semaines. Le poids dont je vous ai parlé, la femme et le roman, la nécessité d'arriver à me faire une opinion sur un sujet qui suscite tant de préjugés et de passions, m'accablaient. À ma droite et à ma gauche brillaient de vagues massifs dorés et rouges. Sur l'autre rive, des saules, chevelure éparse, continuaient de se lamenter. La rivière reflétait ce qui lui plaisait du ciel et du pont et de l'arbre flamboyant. Et, quand le jeune étudiant eut passé avec son canot à travers ces reflets, ceux-ci se reformèrent comme s'ils n'avaient jamais existé. J'aurais pu rester, assise là, une journée entière, perdue dans mes pensées, dans ma méditation, pour appeler la chose d'un nom plus imposant qu'elle ne mérite. J'étais comme un pêcheur qui, ayant jeté sa ligne dans une rivière, verrait cette ligne osciller parmi les reflets et les herbes, émerger ou s'enfoncer au gré de l'eau, jusqu'au moment où, vous connaissez le petit déclic, une idée s'accrocherait soudain à l'hameçon.
Alors commenceront les précautions pour la haler, la retirer de l'eau. Hélas, posée sur l'herbe, comme elle paraît petite et insignifiante, mon idée à moi. Elle est de ces poissons qu'un bon pêcheur remet à l'eau pour qu'ils grandissent et vaillent un jour la peine d'être cuits et mangés. Je ne veux pas vous ennuyer en m'attardant sur cette petite pensée. Si vous y regardez de près, vous la retrouverez de vous-même au cours de ce qui suivra. Mais si petite qu'elle fût, elle avait cependant, cette pensée, la mystérieuse propriété de toutes celles de son espèce. Replacée dans l'esprit, elle se révéla excitante et importante. Elle s'élança, s'enfonça, se précipita de ci, de là, suscitant un tel remous, une telle agitation intellectuelle qu'il me fut impossible de rester assise. Je me retrouvais donc en train de marcher d'un pas rapide sur l'herbe d'une pelouse. À l'instant même, une forme humaine se dressa devant moi pour me barrer le chemin. Tout d'abord, je ne compris pas que les gestes de cet objet étrange, en jaquette et chemise empesée, étaient dirigés contre moi. Le visage de cet objet exprimait l'horreur et l'indignation. L'instinct plutôt que la raison me vint en aide. L'homme était un appariteur, j'étais une femme. D'un côté, il y avait du gazon, de l'autre, il y avait une allée. Seuls les professeurs et les étudiants étaient admis sur le gazon. Le gravier m'était destiné. Ces pensées naquirent en une seconde. Tandis que je regagnais l'allée, les bras de l'appariteur retombèrent, son visage recouvra son calme coutumier et, bien qu'il soit plus agréable de marcher sur du gazon que sur du gravier, l'aventure, en fin de compte, n'était pas tragique. Je ne pouvais porter contre les professeurs et les étudiants de cette université indéterminée qu'une seule accusation, celle d'avoir, pour protéger leur gazon tondu depuis 300 ans, fait fuir mon poisson. Je ne parvenais plus à me rappeler l'idée qui m'avait poussé à mon audacieuse transgression. L'esprit de paix descendait du ciel comme un nuage, car si l'esprit de paix demeure en quelques lieux, c'est bien dans les cours et quadrilatères d'Oxbridge par une belle matinée d'octobre. Tandis que j'errais à travers les bâtiments de l'université, au-delà des halls vétustes, j'eus l'impression que le temps présent perdait de sa rudesse. Mon corps semblait enfermé dans une merveilleuse chambre de verre où nul bruit ne pouvait pénétrer, et mon esprit, délivré de tout contact avec les faits, à moins de violer de nouveau le gazon, libre de s'arrêter à telle ou telle méditation, était en harmonie avec l'instant. Comme par hasard, le souvenir fortuit d'une tentative de retour à Oxbridge pour les grandes vacances me fit penser à Charles Lamb. À vrai dire, de tous les morts, je vous livre mes pensées comme elles me vinrent, Lamb est un des plus sympathiques. C'est quelqu'un à qui on eût aimé dire « Racontez-moi comment vous avez écrit vos essais ». Car ces essais, pensais-je, à cause des fougueux éclats d'imagination, éclairs éclatants de génie qui les traversent et les laissent comme tavelés et imparfaits, mais étoilés de poésie, sont supérieurs à ceux de Max Beerbohm, malgré la perfection de ces derniers. Lamb vint donc à Oxbridge, il y a 100 ans environ. Il y écrivit certainement un essai, dont le nom m'échappe, concernant le manuscrit d'un poème de Milton qu'il y découvrit. Peut-être s'agissait-il de Lycidas, et Lamb dit à quel point l'indignait la pensée que le moindre mot de Lycidas eût pu être différent de ce qu'il est. Imaginer Milton en train de changer les mots de ce poème lui semblait une sorte de sacrilège. Tout cela me conduisit à me remémorer, dans la mesure du possible, Lycidas, et je m'amusais à deviner quels mots Milton aurait pu changer et pourquoi il l'aurait fait. Je me souvins alors que le manuscrit consulté par Lamb ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de moi, si bien qu'il m'était possible de suivre les traces des pas de Lamb à travers ce quadrilatère jusqu'à la fameuse bibliothèque où l'on conserve le trésor en question. Tandis que je passais à l'exécution de mon projet, je me souvins que dans cette fameuse bibliothèque, le manuscrit d'Esmond de Thackeray se trouvait lui aussi. Les critiques disent souvent qu'Esmond est le plus parfait des romans de Thackeray. Mais l'affectation de son style, imitation de celui du XVIIIe siècle, cause, pour autant que je me souvienne, un certain malaise. À moins que ce style du XVIIIe siècle ne soit naturel à Thackeray, chose qu'on pourrait constater en consultant le manuscrit et en vérifiant si les modifications apportées l'ont été au profit du style ou du sens. Mais il faudrait alors préciser ce qu'est le style et ce qu'est le sens, question qui... Mais me voilà bel et bien devant la porte qui mène à la bibliothèque. J'ai dû la pousser, cette porte, car à l'instant même surgit, tel un ange gardien qui me barrerait le chemin en agitant sa robe noire au lieu d'ailes blanches, un monsieur à l'air aimable et un peu désinvolte, aux cheveux d'argent. Tout en me faisant signe de reculer, il exprime à voix basse son regret
de ce que les dames ne soient admises à la bibliothèque qu'accompagnées d'un professeur de l'université ou pourvues d'une lettre de recommandation. Avoir été maudite par une femme, la chose est sans importance pour une bibliothèque de grande réputation. Vénérable et calme, ses trésors bien abrités dans son sein, elle dort béatement et, en ce qui me concerne, continuera de le faire éternellement. Jamais je ne réveillerai ses échos, jamais je ne redemanderai son hospitalité. J'en fis le serment alors que, tout irrité, je descendais son escalier. Cependant, il me restait 1 heure avant de déjeuner. Que pouvais-je bien faire? Flâner dans les prés? M'asseoir au bord de la rivière? Certes, cette matinée d'automne était délicieuse. Les feuilles tombaient au sol en un tournoiement rouge. Je pouvais aisément faire ceci ou cela. Mais des sons musicaux vinrent frapper mes oreilles. On devait célébrer quelque office ou quelque cérémonie commémorative. L'orgue gémissait avec magnificence tandis que j'avançais. Jusqu'à l'affliction chrétienne qui, dans cet air serein, résonnait plutôt comme un vague souvenir d'affliction que comme l'affliction elle-même. Jusqu'aux lamentations du vieil orgue qui semblait enveloppé de paix. Même si j'en avais eu le droit, je n'aurais eu aucun désir d'entrer dans cette chapelle. Mais aurais-je eu cette envie, le bedeau m'y peut-être arrêté, me demandant mon certificat de baptême ou une lettre de recommandation du doyen. Mais l'extérieur de ces magnifiques bâtiments est souvent aussi beau que leur intérieur. Ajoutez qu'il était assez amusant de regarder les membres de l'assemblée se réunir, entrer et sortir, s'affairer à la porte de la chapelle telles des abeilles devant une ruche. Beaucoup d'entre eux portaient la toque et la robe, quelques-uns avaient des touffes de fourrure sur les épaules, d'autres étaient poussés dans des fauteuils roulants, d'autres encore, bien qu'à peine d'âge moyen, à force d'être pliés et écrasés, affectaient des formes si singulières qu'on ne pouvait s'empêcher de penser à ces écrevisses et à ces crabes géants qui, dans un aquarium, se soulèvent avec difficulté pour cheminer sur le sable. Tandis que je m'appuyais contre le mur, l'université ressemblait vraiment à un musée où l'on conserve des spécimens rares qui seraient vite ridicules s'il leur fallait se lancer dans la lutte pour la vie sur le pavé du Strand. De vieilles histoires concernant de vieux doyens et de vieux professeurs me revinrent à l'esprit. Mais avant que j'eusse trouvé le courage de siffler, on disait dans le temps qu'au son du sifflet, le vieux professeur X prenait immédiatement le galop, la vénérable congrégation était dans la chapelle. L'extérieur de la chapelle est ancien. Comme vous le savez, ses dômes et ses fêtes élevées, illuminés la nuit et visibles alors à une distance de plusieurs milles au-delà des collines, ressemblent à un voilier qui naviguerait toujours et n'arriverait jamais. Jadis, sans doute, ce quadrilatère couvert de pelouse lisse, de bâtiments massifs et d'une chapelle était un marécage où l'herbe ondulait, où les porcs fouillaient le sol de leurs groins. Des attelages de chevaux et de bœufs, pensais-je, ont dû amener, dans des charrettes, des pierres provenant de comtés lointains, puis, en un interminable effort, ces masses grises qui m'abritaient alors de leur ombre furent posées comme il le fallait, les unes au-dessus des autres. Puis les peintres apportèrent des vitraux et des fenêtres, et les maçons s'affairèrent pendant des siècles sur ce toit avec du mastic et du ciment, des bêches et des truelles. Tous les samedis, quelqu'un avait dû vider dans leurs mains anciennes l'or ou l'argent d'une bourse de cuir, car ces hommes, sans doute, buvaient de la bière et jouaient aux quilles le soir. Un flot ininterrompu d'or et d'argent, pensais-je, avait dû couler dans ces cours pour que les pierres y parvinssent et que des maçons y travaillassent à niveler, à creuser des rigoles et à drainer. Mais cette époque était l'âge de la foi, et l'argent fut versé en abondance pour qu'on posât ces pierres sur des fondations profondes. Puis, les murs une fois élevés, les rois, les reines et les grands seigneurs, prélevant de l'argent sur leurs cassettes, versèrent d'immenses sommes pour s'assurer qu'on chanterait des hymnes en ces lieux et qu'on y instruirait des étudiants. On octroya des terres, on paya des dîmes, et quand fut passé l'âge de la foi et que vint l'âge de la raison, le même flot d'or et d'argent continua de déferler. On fonda des chaires, on dota des maîtrises de conférences. Les flots d'or et d'argent ne provenaient plus alors des cassettes royales, mais des coffres de négociants et d'industriels, d'hommes qui avaient édifié, disons leur fortune, sur l'industrie, et restituaient par testament une part généreuse de cette fortune pour doter de plus de chaires, de plus de maîtrises, de plus de fondations, l'université où ils avaient appris leur métier. D'où bibliothèque et laboratoire, d'où observatoire, d'où matériel magnifique, composé d'instruments coûteux et délicats rangés maintenant derrière des vitrines, à l'endroit même où, quelques siècles plus tôt, l'herbe ondulait et les porcs fouillaient le sol de leurs groins. Certes,
Lors de ma flânerie dans cette cour, les fondations d'or et d'argent me semblèrent profondes. Le dallage me parut solidement posé sur les herbes sauvages. Des hommes, portant des plateaux sur la tête, s'affairaient d'escalier en escalier. Des fleurs éclatantes s'épanouissaient dans des caisses placées aux fenêtres. De l'intérieur des chambres me parvenaient les sons d'un phonographe. Impossible de ne pas réfléchir. Mais ma réflexion fut coupée nette. L'horloge sonna. Il était temps de rebrousser chemin pour aller déjeuner. Les romanciers veulent nous faire croire, il est curieux de le constater, que des mots spirituels prononcés au cours de déjeuner ou des gestes pleins de sagesse qui furent accomplis alors rendent certains repas mémorables. Mais ces romanciers parlent rarement de ce qu'on mangea alors. C'est une convention romanesque de ne point mentionner la soupe et le saumon et les canetons, comme si la soupe et le saumon et le caneton n'étaient d'aucune importance, comme si personne n'avait jamais fumé un cigare ou bu un verre de vin. Je veux prendre ici la liberté de braver les conventions et vous dirai que le déjeuner, en cette occurrence, commença par des sols plongés dans un plat profond, sur lesquels le cuisinier de l'université avait répandu une couche de crème du plus beau blanc, mais marquée çà et là de plaques sombres comme les taches des flancs d'un chevreuil. Puis vinrent les perdreaux. Mais si ce mot évoque pour vous une paire d'oiseaux bruns sans plumes sur un plat, vous vous trompez. Ces perdreaux variés et nombreux vinrent avec leur cortège de sauces et de salades, les piquantes et les douces, dans l'ordre prescrit. Les pommes de terre qui les accompagnaient étaient aussi minces que des pièces de monnaie, mais moins dures. Les choux de Bruxelles, foliacés comme des boutons de rose, mais plus succulents. Et à peine eut-on expédié le rôti et son cortège qu'un silencieux serviteur, l'appariteur en personne, dans une incarnation plus douce, posa devant nous, entouré de serviettes, une préparation qui émergea toute sucrée des flots. Qualifier cette apparition de pudding et l'apparenter ainsi à du riz et à du tapioca serait lui faire offense. Pendant ce temps, les verres se coloraient de jaune puis de rouge et se remplissaient et se vidaient. C'est ainsi que s'allumait en moi, à mi-chemin de l'épine dorsale, lieu où siège l'âme, non pas cette dure petite lumière électrique que nous appelons éclat quand elle joue allègrement sur nos lèvres, mais cette lueur plus profonde, subtile et souterraine qui est la riche flamme orangée des relations raisonnables. Nul besoin de se presser, nul besoin de briller, nul besoin d'être différent de ce qu'on est. Nous allons tous au ciel, et Van Dyck est parmi nous. En d'autres termes, que la vie parut agréable, douces ses récompenses, futile telle animosité, telle injustice, admirable l'amitié et la société de nos semblables, lorsque, allumant une bonne cigarette, nous nous laissâmes tomber parmi les coussins sur une banquette auprès de la fenêtre. Si la chance avait voulu qu'il y eût un cendrier à portée de ma main, ou si, à son défaut, quelqu'un n'avait pas secoué la cendre par la fenêtre, si les choses avaient été quelque peu différentes de ce qu'elles furent, nul de nous, sans doute, n'aurait remarqué un chat sans queue. La vue de cet animal rude et mutilé, qui cheminait doucement à travers le quadrilatère, changea, par quelque effet de la sagacité subconsciente, la vivacité de mon climat intérieur. Ce fut comme si quelqu'un avait baissé un store. Peut-être l'excellent vin blanc avait-il lâché prise. Certes, tandis que je regardais le manx s'arrêter au milieu de la pelouse, comme si lui aussi remettait en question l'univers, quelque chose sembla me faire défaut. Il y eut quelque chose de changé. Mais que me manque-t-il ? Qu'est-il donc de changé ? Me demandai-je en écoutant la conversation. Et, pour répondre à cette question, il me fallait imaginer que je me trouvais hors de cette salle, remonter vers un passé antérieur à la guerre, et me représenter un autre déjeuner qui avait eu lieu dans d'autres salles, peu éloignées de celle-ci, mais bien différentes. Tout y était autre. Cependant, la conversation se poursuivait entre les hôtes qui étaient nombreux et jeunes, les uns d'un sexe, les autres de l'autre. Elle se poursuivait merveilleusement, elle se poursuivait librement, plaisamment. Comme elle se poursuivait, je la transportais sur l'arrière-plan de cette autre conversation. Les unissant ainsi, je ne pouvais douter que l'une fût la descendante, l'héritière de l'autre. Rien n'était changé, rien n'était différent, si ce n'est que... Et je me mis à écouter de toutes mes oreilles, non plus la conversation, mais le murmure ou le courant qui passait derrière elle. Oui, c'était cela. C'était cela qui avait changé. Avant la guerre, à un déjeuner d'apparat comme celui-ci, on aurait dit exactement les mêmes choses, mais elles auraient eu une autre résonance.
Parce que, alors, elles étaient accompagnées d'une sorte de fredonnement non articulé, mais musical et captivant, qui modifiait le sens des mots. Pourrait-on en faire une transcription verbale ? Peut-être, avec l'aide des poètes, serait-ce possible. Un livre traînait à mes côtés, et l'ouvrant, je tombais sur Tennyson. Voici ce que Tennyson chantait. Une larme splendide est tombée de la fleur passion de la grille. Elle vient, ma colombe, ma chérie. Elle vient, ma vie, mon destin. La rose rouge pleure. Elle approche, et la rose blanche soupire. Elle tarde. Le pied de l'ouette écoute. Je l'entends, et le lys murmure. J'attends. Est-ce là ce que les hommes fredonnaient au dîner d'apparat d'avant-guerre ? Et les femmes ? Mon cœur est comme un oiseau qui chante, et dont le nid est dans la jeune branche humide. Mon cœur est comme un pommier, dont les branches ploient sous le poids des fruits serrés. Mon cœur est comme la lyre arc-en-ciel qui nage dans une mer alcyone. Mon cœur est plus heureux que tous, car mon amour est auprès de moi. Est-ce là ce que les femmes fredonnaient au grand dîner d'apparat d'avant-guerre ? Le seul fait de penser aux gens qui fredonnaient ces choses, même tout bas, au déjeuner d'avant-guerre, avait quelque chose de si ridicule que j'éclatais de rire et dû expliquer mon rire en montrant le chat qui, en effet, avait l'air un peu absurde, pauvre bête sans queue au milieu de la pelouse. Était-il né ainsi ou avait-il perdu sa queue dans un accident ? De tels chats, il en existe, paraît-il, dans l'île de Man, sont plus rares qu'on ne pense. Ce sont des animaux bizarres, étranges plutôt que beaux. C'est curieux quelle différence une si petite chose peut faire. Vous savez, le genre de propos qu'on tient à la fin d'un déjeuner, quand les gens reprennent leur manteau et leur chapeau. Ce déjeuner, grâce à l'hospitalité de l'hôte, s'était prolongé tard dans l'après-midi. La belle journée d'octobre s'en allait doucement et les feuilles tombaient des arbres dans l'avenue, tandis que je la remontais. Les portes, les unes après les autres, semblaient se fermer doucement et définitivement. Derrière moi, d'innombrables appariteurs adaptaient d'innombrables clés à des serrures bien huilées. La maison au trésor était mise à l'abri pour une nouvelle nuit. Après l'avenue, on débouche sur une route, dont j'ai oublié le nom, qui vous mène, si vous tournez à droite, à Fernham. Mais j'avais encore du temps devant moi. Le dîner ne devait avoir lieu qu'à 7h30. Nous aurions presque pu nous passer de dîner après ce déjeuner. La façon dont un fragment poésie agit sur l'esprit et rythme le mouvement des jambes est étrange. Ces mots, une larme splendide est tombée, de la fleur passion de la grille. Elle vient, ma colombe, ma chérie. Ces mots chantaient dans mon sang, tandis que je me dirigeais d'un pas rapide vers Headingley. Alors, attaquant une autre mesure, je chantais, parvenu à l'endroit où le barrage fait bouillonner l'eau. Mon cœur est comme un oiseau qui chante, et dont le nid est dans la jeune branche humide. Mon cœur est comme un pommier. Quel poète, m'écriai-je bien haut, comme l'on fait au crépuscule. Quel poète furent ces gens-là. Mû par une sorte d'amour-propre, je suppose, concernant notre propre siècle, malgré l'absurdité de ce jeu de comparaison, je continuais de me demander si l'on pouvait citer deux poètes vivants, aussi grands pour notre temps qu'Alfred Tennyson et Christina Rossetti le furent pour le leur. De toute évidence, pensais-je, plongeant mes regards dans les eaux écumantes, toute comparaison est impossible. Si cette poésie provoque en nous un tel abandon, un tel ravissement, c'est qu'elle célèbre des sentiments que nous avons l'habitude d'éprouver, que nous éprouvions peut-être au grand déjeuner d'avant-guerre. De sorte que nous répondons aisément, familièrement à ces sentiments, sans nous donner la peine de les contrôler ou de les comparer à ceux que nous éprouvons à présent. Mais les poètes vivants expriment un sentiment né et comme arraché de nos entrailles. Nous ne le reconnaissons pas, tout d'abord. Souvent, pour une cause ou pour une autre, ce sentiment nous fait peur. Nous le surveillons attentivement et le comparons avec jalousie et méfiance aux vieux sentiments déjà éprouvés. C'est pourquoi la poésie moderne nous semble difficile, et en raison de cette difficulté même, nous ne pouvons nous souvenir de plus de 2 vers de l'un quelconque des bons poètes modernes. Et c'est pourquoi, ma mémoire me faisant défaut, mon raisonnement tourne à court faute de matière. Mais, continuai-je, me dirigeant toujours vers Headingley, pourquoi avons-nous cessé de fredonner à voix basse au déjeuner ? Pourquoi Alfred ne chante-t-il plus « Elle vient, ma colombe, ma chérie » ? Pourquoi Christina ne répond-elle plus « Mon cœur est plus heureux que tous, car mon amour est auprès de moi » ? Accusons-nous la guerre de ce changement ? Au premier coup de canon, en 1914, les visages des hommes et des femmes se sont-ils montrés, aux yeux les uns des autres, dans une telle nudité que le romanesque en fut tué ? Certes, voir les visages de nos chefs à la lueur des bombardements nous causa un choc terrible,
surtout à nous, les femmes, avec nos illusions sur l'éducation, etc. Allemand, anglais, français, ces chefs avaient l'air hideux, stupides. Que la faute de ce changement revienne à ceci ou à cela, l'illusion qui inspirait à Tennyson et Christina Rossetti des chants si passionnés est infiniment plus rare aujourd'hui qu'alors. Il suffit de lire, de regarder, d'écouter, de se souvenir. Mais pourquoi parler de faute? S'il s'agissait d'une illusion, pourquoi ne pas louer la catastrophe, quelle qu'elle fût, qui la détruisit et la remplaça par la vérité? Car la vérité, ces points de suspension marquent l'endroit où, en quête de la vérité, je dépassais la route de Fernham. Oui, à vrai dire, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'illusion? Me demandai-je. Quelle est, par exemple, la vérité de ces maisons, en ce moment obscur et solennel avec leurs fenêtres rouges au crépuscule, mais qui, à 9 heures du matin, furent brutales, rouges et sordides, avec leur transpiration et leurs lacets de chaussures? Et ce saule, et cette rivière, et ces jardins qui descendent vers la rivière et que la brume qui les effleure rend imprécis, mais que dort et rougit cependant l'éclat du soleil. Où est, en ce qui les concerne, la vérité ou l'illusion? Je vous fais grâce des tours et détours de mes réflexions, car je ne trouvais point de conclusion sur la route de Headingley. Et je vous prie de supposer que je réparais rapidement l'erreur que j'avais commise au croisement de route et retournai sur mes pas pour me rendre à Fernham. Comme je vous l'ai dit, c'était un jour d'octobre. Je ne veux pas risquer de perdre votre estime, ni mettre en danger ce joli mot de fiction, en changeant de saison et en décrivant des lilas pendant au-dessus des murs des jardins, des roses, des tulipes ou d'autres fleurs printanières. La fiction doit adhérer aux faits. Et plus vrais sont les faits, meilleure est la fiction. C'est ce que l'on nous dit. C'est pourquoi nous continuons d'être en automne, c'est pourquoi les feuilles continuent d'être jaunes et de tomber, peut-être même un peu plus vite qu'auparavant, car voici que le soir est venu. 7h33 pour être précise. Et une brise, du sud-ouest pour être exact, s'est levée. Néanmoins, quelque chose ne tournait pas rond. Mon cœur est comme un oiseau qui chante, et dont le nid est dans la jeune branche humide. Mon cœur est comme un pommier, dont les branches ploient sous les fruits serrés. Les mots de Christina Rossetti étaient peut-être partiellement responsables du délire d'imagination, car il ne s'agissait bien entendu que d'imagination, qui me fit voir des lilas balançant leurs fleurs au-dessus des murs de jardin, des papillons couleur soufre s'enfuyant de ci, de là, des poussières de pollen volant dans les airs. Le vent souffla en provenance de je ne sais où, soulevant les feuilles à demi écloses, si bien qu'une sorte d'éclair gris-argent traversa les airs. Nous étions entre chien et loup. C'était l'instant entre chien et loup où les couleurs s'exaspèrent, où les violets et les ors enflamment, comme les battements d'un cœur impressionnable, les carreaux des fenêtres. C'était le moment où la beauté du monde, éclatante mais prête à périr, ici j'entrais dans le jardin, car la porte en avait été imprudemment laissée ouverte, et selon toute apparence il n'y avait pas d'appariteur dans les alentours, montre ces deux visages. Visage riant et visage d'angoisse, qui partagent également notre cœur. Les jardins de Fernham s'étendaient devant moi dans le crépuscule printanier, sauvages et accessibles. Des jonquilles et des jacinthes, comme négligemment éparses, jonchaient l'herbe haute. Ces fleurs, qui n'eussent sans doute pas été dans un ordre parfait par le temps le plus beau, à présent pliées sous le vent, ondulaient et tiraient sur leurs racines. Les fenêtres de l'édifice, fenêtres incurvées comme celles des bateaux, entre leurs abondantes vagues de briques rouges, passaient du citron à l'argent sous le vol des rapides nuages printaniers. Quelqu'un était dans un hamac. Quelqu'un, mais dans cette lumière, les êtres n'étaient que des fantômes, mi-devinés, mi-vus, traversa en courant la pelouse. Personne n'allait-il l'en empêcher? Puis apparut soudain, comme si elle sortait un instant pour prendre un peu d'air, pour jeter un coup d'œil sur le jardin. Une silhouette courbée, formidable et humble cependant avec son large front et sa robe usée. Se pouvait-il être la fameuse érudite J.H. en personne? Tout semblait obscurci et cependant intense, comme si l'écharpe que le crépuscule avait jetée sur le jardin eût soudain été coupée en deux par une étoile ou par une épée. L'éclair de quelque terrible réalité jaillissant comme à l'accoutumée du printemps même. Car la jeunesse, on apporta la soupe. Le dîner était servi dans un grand réfectoire. Bien loin de nous trouver au printemps, c'était une soirée d'octobre. Tout le monde était réuni dans la grande salle à manger. Le dîner était prêt, on apportait la soupe. C'était un simple bouillon.
ce qui n'était pas pour exciter l'imagination. S'il y avait eu un quelconque dessin au fond de mon assiette, on eût pu le voir à travers le liquide transparent. Mais aucun dessin ne se trouvait dans l'assiette qui était toute unie. Puis l'on servit du bœuf aux légumes verts et des pommes de terre, trinité familiale qui suggérait les croupes de bestiaux dans un marché boueux, les choux de Bruxelles frisés et jaunis sur les bords, les marchandages et les occasions, et les femmes porteuses de filets à provisions le lundi matin. Il n'y avait aucune raison de se plaindre de ce pain quotidien de l'humaine condition, puisque les quantités étaient suffisantes et que les mineurs, sans aucun doute, s'attablent devant bien moins. Des pruneaux et de la crème suivirent. Et si quelqu'un se plaint que les pruneaux, même accompagnés de crème, sont des produits bien peu charitables, car assurément fibreux comme un cœur d'avare, exsudant un liquide qui pourrait circuler dans les veines d'un avare qui se serait refusé le vin et la chaleur 80 ans durant sans pour autant faire l'aumône, ce ne sont pas là de vrais fruits, il devrait penser qu'il y a des gens dont la charité embrasse même les pruneaux. Puis vers du fromage et des biscuits, le pot à eau alors circula généreusement, car il est dans la nature des biscuits d'être secs, et ceux-ci étaient biscuits jusqu'en leur moindre parcelle. Puis ce fut tout. Le repas était terminé. Les chaises repoussées raclèrent le sol, les portes ouvertes et refermées claquèrent violemment. Bientôt la grande salle ne montra plus la moindre trace de nourriture, et fut prête, j'en suis sûre, à recevoir le petit déjeuner du matin suivant. À travers des couloirs et des escaliers, la jeunesse anglaise chahutait et chantait. Était-ce donc à une invitée, à une étrangère, car je n'avais pas plus de droit ici, à Fernham, qu'à Trinity, ou à Somerville, ou à Girton, ou à Newnham, ou à Christchurch? Était-ce donc à une étrangère de dire « le dîner n'était pas bon » ou bien, nous étions alors Marie Seton et moi dans le salon, n'aurions-nous pas pu dîner seuls ici? Si j'avais dit quelque chose de ce genre, j'aurais fouillé et sondé l'économie cachée d'une maison qui présente aux étrangers une belle façade de gaieté et de courage. Non, ce n'était pas chose à dire. Au vrai, la conversation languit un moment. La structure humaine étant ce qu'elle est, cœur, corps et cerveau mêlés les uns aux autres, et non pas disposés dans des compartiments séparés, comme il en sera sans doute d'ici 1 million d'années, un bon dîner est d'une grande importance pour une bonne conversation. On ne peut ni bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir, si on n'a pas bien dîné. La petite lampe de l'épine dorsale ne s'allume pas au bœuf et aux pruneaux. Sans doute allons-nous tous au ciel, et nous espérons rencontrer Van Dyck au coin de la rue. Voilà l'état d'esprit hésitant et mesquin qu'au bout d'une journée de travail produit l'accouplement du bœuf et des pruneaux. Grâce au ciel, mon ami, qui était professeur de sciences, possédait un buffet où se trouvait une bouteille pensue et quelques verres, mais il aurait fallu des sols et des perdreaux pour commencer, si bien que nous fûmes capables de faire reprendre le feu et de réparer quelques-uns des dommages causés par cette journée. 1 minute plus tard, nous nous mouvions parmi ces objets de curiosité et d'intérêt qui se forment dans l'esprit en l'absence d'une certaine personne et dont il est tout naturel de discuter dès qu'on rencontre cette personne. Un tel est marié, tel autre ne l'est pas, un tel pense ceci, tel autre cela, un tel a si bien réussi qu'il n'est plus reconnaissable, un tel, chose stupéfiante, a mal tourné. Et les méditations sur la nature humaine et sur le caractère de cet étrange univers dans lequel nous vivons surgissent tout naturellement de ces pensées. Tandis que sur un mode ou sur un autre nous discourions de ces choses, je perçus cependant à ma confusion qu'une sorte de courant s'installait de son propre chef et entraînait tout vers ses propres fins. Nous pouvions parler de l'Espagne ou du Portugal, de livres ou de courses de chevaux. Le véritable intérêt de tout ce que nous disions n'était pas dans ces choses, mais dans le spectacle des maçons qui s'affairaient sur un toit, élevé il y a quelques 5 siècles de cela. Des rois et des nobles apportaient des trésors dans d'énormes sacs qu'ils déversaient sur la terre. Ce spectacle devenait pour toujours vivant en moi, et se plaçait aux côtés de celui créé par un certain nombre de vaches, un marché boueux et des légumes fanés, et les cœurs fibreux des vieillards. Ces 2 scènes, si incohérentes et décousues et absurdes qu'elles fussent, se rejoignaient pour l'éternité, se combattaient et me tenaient sous leur emprise. Il ne me restait plus, si je voulais voir se décomposer notre conversation, qu'à exposer au grand jour ce qui se trouvait dans mon esprit et qui ensuite s'évanouirait peut-être, se dissiperait en poussière comme la tête du roi mort quand, à Windsor, on ouvrit son cercueil. Bref, je parlais à Miss Seton des maçons, qui avaient travaillé tant d'années sur le toit de la chapelle, des rois, des reines et des seigneurs qui, sur leurs épaules, portaient des sacs d'or et d'argent qu'ils jetaient par pelletées dans la terre. Puis des seigneurs de la finance de notre temps, qui vinrent déposer chèques et titres à l'endroit même où, selon moi, les autres avaient déposé lingots et blocs d'or brut.
Pierres et or et titres gisent sous les bâtiments de l'université, dis-je. Mais le bâtiment où nous sommes assis en ce moment, qu'est-ce donc qui repose sous ces magnifiques briques rouges et sous les herbes sauvages de son jardin à l'abandon? Quelle force réside derrière la vaisselle nue dans laquelle on a servi notre dîner? Et ces mots s'échappèrent de ma bouche avant qu'il me fût possible de les arrêter. Derrière le bœuf, la crème et les pruneaux. Eh bien, dit Mary Seton, vers l'an 1860... Oh, mais vous connaissez l'histoire, dit-elle, excédée, je suppose, par le récit à faire. Et elle me raconta qu'on loua des salles, qu'on réunit des comités, qu'on envoya des enveloppes, qu'on rédigea des circulaires, qu'on tint des assemblées, qu'on lut des lettres à haute voix. Un tel promettait de donner tant et tant. Monsieur X refusait sa participation. La Saturday Review avait été très désagréable. Comment pourrions-nous réunir un fonds pour payer les bureaux? Organiserons-nous une vente de charité? Ne pourrions-nous pas trouver une belle jeune fille à placer au premier rang? Cherchons ce que John Stuart Mill a dit à ce sujet. Quelqu'un peut-il décider le rédacteur en chef à imprimer une lettre? Pouvons-nous obtenir que Lady la signe? Lady n'est pas en ville. C'est ainsi sans doute qu'on procéda il y a quelque 60 ans, et ces choses coûtèrent de gros efforts et beaucoup de temps. Et ce ne fut qu'après une longue lutte, et avec la plus grande difficulté, qu'on put réunir 30 000 livres. Il est donc clair, me dit-elle, que nous ne pouvons avoir ni vin, ni perdreaux, ni domestiques portant des plateaux d'étain sur leur tête. Nous ne pouvons avoir ni canapé, ni chambre individuelle. Le superflu, dit-elle, citant je ne sais plus quel livre, doit attendre. À la pensée de toutes ces femmes travaillant des années durant et trouvant qu'il est difficile de réunir 2000 livres, et faisant ce qu'elles pouvaient pour réunir 30 000 livres, notre mépris pour la répréhensible pauvreté de notre sexe éclata. Qu'avaient donc fait nos mères pour ne pouvoir nous laisser le moindre bien? Elles se poudraient le nez, regardaient les devantures des magasins, se pavanaient au soleil de Monte-Carlo. Il y avait quelques photographies sur la cheminée. Il se peut que la mère de Marie, si c'était bien là son portrait, ait été une propre à rien en ses instants de loisir. Elle avait donné 13 enfants à un ministre du culte. Mais dans ce cas, sa vie de joie et de dissipation n'avait laissé que peu de traces sur son visage. C'était une personne sans façon, une vieille dame au châle écossais retenu par une broche en camée. Elle était assise dans un fauteuil d'osier et incitait un épagnol à regarder l'appareil, avec cette expression amusée, mais contrainte, de celle qui est sûre que le chien bougera dès qu'on appuiera sur la poire. Or, si cette femme s'était lancée dans les affaires, si elle était devenue un fabricant de soie artificielle ou un magnat de la bourse, si elle avait laissé 200 ou 300 000 livres à Fernham, nous aurions pu être assises confortablement ce soir et le sujet de notre conversation aurait été l'archéologie, la botanique, l'anthropologie, la physique, la nature de l'atome, les mathématiques, l'astronomie, la relativité, la géographie. Si Madame Seton et sa mère, et la mère de sa mère, avaient appris le grand art de gagner de l'argent, si elles avaient, comme leur père et leur grand-père, fait des legs destinés à la création de chaires ou de maîtrises de conférences et de prix et de bourses affectés à une personne de leur propre sexe, nous aurions pu dîner seuls ici, de façon très acceptable, avec un perdreau et une bouteille de vin. Nous aurions pu, sans pour cela faire preuve d'une confiance exagérée, escompter une vie agréable et honorable à l'abri d'une profession généreusement rétribuée. Nous aurions pu explorer ou écrire, flâner à travers les lieux les plus vénérables de cette terre, rester en contemplation, assise sur les marches du Parthénon, ou nous rendre à 10 heures au bureau, puis rentrer tranquillement chez nous à 4h30 pour écrire un petit poème. Si seulement Madame Seton et ses semblables s'étaient lancés dans les affaires dès l'âge de 15 ans, il n'y aurait pas eu, et c'est là qu'est la paille de mon raisonnement, il n'y aurait pas eu de Marie. Je demandai à Marie ce qu'elle pensait de cela. Entre les rideaux, nous voyions la nuit d'octobre, calme et délicieuse, avec 1 ou 2 étoiles prisonnières dans les arbres jaunissants. Marie était-elle disposée à renoncer à sa part de jeu et de dispute, là-haut, dans cette Écosse qu'elle ne cesse pas de prôner pour la finesse de son air et la qualité de ses gâteaux? À renoncer à ses souvenirs, car ils avaient été une famille heureuse, bien que nombreuse, afin que Fernham fût doté de 50 000 livres environ d'un seul trait de plume. Car pour permettre de faire des donations à une université, il eût fallu supprimer des familles entières. Édifier une fortune et mettre au monde 13 enfants, voilà ce qui est au-dessus des forces humaines. Considérons tout d'abord les faits. Il faut 9 mois avant que naisse un bébé. Puis il y a la naissance du bébé,
puis 3 ou 4 mois passés à nourrir le bébé. Après le sevrage, on peut compter sur 5 années passées à jouer avec le bébé, car il semble qu'on ne puisse pas laisser les enfants se débrouiller seuls dans les rues. Les gens qui les ont vus se débrouiller seuls, en Russie, disent que ce n'est pas là un spectacle bien agréable. On dit aussi que la nature humaine se forme entre la première et la 5e année. Si Madame Seton, dis-je, alors avait gagné de l'argent, quel souvenir auriez-vous de jeux et de disputes? Qu'auriez-vous su de l'Écosse et de la qualité de son air, de ses gâteaux et de tout ce qui s'ensuit? Inutile de poser ces questions puisque, alors, vous ne seriez jamais venu au monde. Ajoutons qu'il est inutile aussi de se demander ce qui serait arrivé si Madame Seton et sa mère et la mère de sa mère avaient amassé une grande fortune et l'avaient déposée sous les fondations des universités et des bibliothèques. Parce que, primo, il leur était impossible de gagner de l'argent, et que, secondo, si cela leur avait été possible, la loi leur ôtait le droit de posséder ce qu'elle gagnait. Ce n'est que depuis 48 ans que Madame Seton possède un sou qui soit à elle. Il y a 48 ans, cet argent aurait été la propriété de son mari. Ce qui peut-être a joué son rôle dans le fait que Madame Seton, sa mère et ses aïeuls n'approchèrent pas de la bourse. Chaque sou que je gagnerais, pouvait-elle se dire, mon mari le prendrait et en disposerait selon sa sagesse, peut-être pour créer une chaire ou une bourse à Bayonne ou à King's, de sorte que gagner de l'argent, si c'était possible, ne m'intéresserait guère. Je fais mieux de laisser ce soin à mon mari. De toute façon, et que la faute en fût ou non à la vieille dame qui regardait l'épagnole, il est certain que pour une raison ou une autre, nos mères ont mal géré leurs affaires. Pas un sou ne pouvait être épargné par elles en vue du superflu, des perdreaux et du vin, des appariteurs et de la pelouse, des livres et des cigares, des bibliothèques et du loisir. Élever des murs nus sur de la terre nue était le maximum qu'elles pussent faire. C'est ainsi que nous parlions, debout auprès de la fenêtre, tout en plongeant nos regards comme des milliers d'autres êtres le font chaque nuit, sur les dômes et les tours de la fameuse cité étalée sous nos yeux. Elle était pleine de beauté et de mystère en ce clair de lune d'automne. Ces vieilles pierres semblaient toutes blanches et vénérables. On pensait à tous les vieux livres qui y sont rassemblés, aux portraits de vieux prélats et d'hommes célèbres pendus dans ces salles lambrissées, à ces vitraux colorés qui projettent des sphères et des croissants étranges sur les trottoirs, à ces fontaines, à ces pelouses et à ces salles tranquilles. Et, pardonnez-moi cette pensée, je pensais aussi à ces admirables cigarettes, à ces admirables boissons, à ces profonds fauteuils et à ces agréables tapis, à l'urbanité, à la cordialité, à la dignité qui sont filles du luxe, de l'intimité et de l'espace. Certes, nos mères ne nous avaient pourvus de rien qui fût comparable à ces choses. Nos mères qui trouvaient si difficile de réunir 30 000 livres. Nos mères qui donnaient 13 enfants au ministre du culte de Saint-Andrews. Je m'en retournai à mon auberge, et tout en marchant le long des rues sombres, je réfléchissais à une chose et à une autre, comme on le fait d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je me demandais pourquoi Madame Seton n'avait pas pu nous laisser d'argent, et quel était l'effet produit sur l'esprit par la pauvreté. Et je pensais à ces étranges vieux messieurs, porteurs de touffes de fourrure sur leurs épaules, que j'avais vus le matin, et je me souvins de la façon dont l'un d'eux se mettait à courir au premier coup de sifflet. Et je pensais à l'orgue qui faisait retentir la chapelle de ses accents et aux portes fermées de la bibliothèque. Et je pensais qu'il est bien désagréable d'être enfermé au dehors. Puis je pensais qu'il est pire peut-être d'être enfermé dedans. Et, pensant à la sûreté et à la prospérité d'un sexe et à la pauvreté et à l'insécurité de l'autre, et à l'effet de la tradition et du manque de tradition sur l'esprit d'un écrivain, je pensais enfin qu'il était temps de rouler en boule la vieille peau ratatinée de cette journée, avec ses raisonnements et ses impressions, et sa colère et ses rires, et de la jeter dans la haie. 1000 étoiles brillaient dans la solitude du ciel bleu. On se sentait comme seul, en compagnie d'une société impénétrable. Tous les êtres humains étaient endormis, étendus sur le ventre, horizontalement, sans voix. Nul ne bougeait, semblait-il, dans les rues d'Oxbridge. La porte de l'hôtel s'ouvrit brusquement sous l'action d'une main invisible. Nul garçon ne veillait pour me conduire, lumière à la main jusqu'à ma chambre, tant il était tard.